Donc oui, alors ici, le tarot créatif dans cette boutique, j'ai pas toujours été là, bien sûr. Il y a eu plusieurs lieux avant que je trouve vraiment le bon. Dans celui-là, il y a eu pas mal de petits signes qui ont confirmé que c'était le bon. C'était assez amusant parce que ici, c'est un peu comme une tour. Ça ressemble à une tour et ça me faisait penser évidemment immanquablement à la Maison Dieu. Et dans la Maison Dieu, moi, j'avais toujours eu une espèce d'intuition, on va dire. C'est qu'à l'intérieur de Maison Dieu, il y avait un arbre. Et que finalement, c'est pas, comme on pense souvent, une espèce d'effondrement de cette tour. Et peut-être que c'est un épanouissement et qu'il y a un arbre qui sort de là et qui libère quelque chose qui était contenu à l'intérieur. Ce qui est confirmé d'ailleurs par le tarot qui s'appelle Jacques Viéville, où justement Maison Dieu est un arbre. Mais là où je veux en venir par rapport à ici, donc, parce qu'on parle de cet endroit, c'est que quand je suis arrivé ici, très rapidement, il y a des gens de la mairie qui sont venus avec une très grande échelle. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut monter pour aller sur votre clocher? Alors moi déjà, je vous dis, un clocher? Il n'y a pas de clocher ici. Et ils m'ont dit, si, là-haut, il y a un clocher sur votre toit. Ah bon? Je ne savais pas. Et ils me disaient, oui, parce qu'on a un problème, il y a un arbre qui est en train de sortir de par chez vous. Alors là, je dis, un arbre? Ah oui, il y a un arbre. Et du coup, il va faire tomber des pierres. Et moi, j'ai dit, mais non, parce que si je leur dis, c'est amusant, parce que pour moi, il va faire plutôt tomber des fruits, non? Que des pierres. Et puis de toute façon, je leur dis, vous ne pouvez pas passer par là, parce qu'il n'y avait pas la place, quoi. Donc ils sont repartis avec leur échelle, finalement ils ont laissé l'arbre qui est toujours là-haut. Mais moi je ne le vois pas d'ici, donc j'ai demandé au voisin qui est en haut là, de prendre des photos. Et effectivement, du toit là-haut, il y a un arbre qui sort. Et en fait ici, on est dans la chapelle des pénitents blancs, je ne le savais pas. C'est mitoyen en fait. C'est pour ça qu'il y a le clocher en haut. Donc bon, c'est un endroit, je ne sais pas si tu garderas cette idée-là ou pas, mais c'est un endroit par rapport à ici pour la confirmation du lieu qui était amusante, quoi. Cette confirmation, quand je suis arrivé, ça m'a vraiment surpris. Ça crée une boutique du tarot créatif dans la Maison Dieu. Dans la Maison Dieu, ouais. C'était amusant. Donc ce qui m'a amené là, ça, il y a eu des rebonds successifs de boutique en boutique. J'ai commencé à Carpentras au départ, j'ai eu 4 boutiques différentes. Hein. Donc maintenant, ça fait 7 ans que j'ai ouvert la première boutique. Moi, au départ, je faisais le tarot depuis 1999, mais moi, j'avais un cirque. Donc j'étais metteur en scène, magicien et jongleur d'un cirque, théâtre. C'est pas un cirque Pinder ou les cirques Zavata, c'était un cirque contemporain, on va dire, hein, à partir d'une petite compagnie. Modulable, on avait des spectacles, on a été jusqu'à 12, puis on avait des petites formes où on était moins nombreux. Hein. Et ça pendant 25 ans. Et en fait, le tarot, moi, ma mère faisait le tarot. Donc elle était voyante, mais j'aimais pas du tout. C'est-à-dire, ma mère, j'appelais ça, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, hein, dans les années 50-60, là, c'est la voyance fatale, ce que j'appelais la voyance fatale, c'est ce qu'elle faisait ma mère, c'est-à-dire c'est cette chose, la personne nous annonce en fait ce qui va nous arriver, quoi. Et en gros, on peut rien faire contre ça, et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça nous tombe sur la tête, quoi. Et c'est très étrange, quoi, cet aspect qui m'a surpris, moi, de l'approche du tarot comme ça, quoi. Donc ça m'avait pas plu, moi, la voyance. Donc ma mère m'avait transmis son tarot parce que finalement, au bout d'un moment, elle a arrêté parce que ça lui a amené beaucoup d'ennuis. Voilà, mais elle le faisait depuis très longtemps, mais finalement elle a arrêté. Et un jour, elle m'avait donné son jeu. Et je m'étais dit, bon, ok, si tu veux, je le prends. Mais moi, c'est pas mon truc, ça m'a pas plu, ce truc, quoi. Et puis un jour, au cours d'une réalisation de spectacle, j'étais bloqué dans la mise en scène d'un spectacle en 99, justement. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai mon tarot. Je vais voir. Alors j'ai pris mon tarot, mais je l'ai jeté par terre, comme ça. Et en tombant, il y a des cartes qui se sont retournées. Et j'ai pris donc les cartes qui s'étaient retournées, un peu comme l'idée d'un tirage, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ont à m'apporter comme idée, quoi. Et ça m'a donné des pistes pour la mise en scène de spectacle, qui a très très bien marché. C'est un spectacle qu'on a joué pendant des années après, ce spectacle. Donc il a été pour moi marquant. Et ce qui a donné le déclencheur, voilà, c'était le tarot. Donc je me suis dit, il y a une autre approche à laquelle je n'avais pas pensé. On peut l'utiliser pour avoir des pistes, pour avoir des idées, pour déclencher l'imagination, voilà. Alors moi je l'ai utilisé comme ça dans un premier temps. Alors il y a eu à l'époque, il faut bien voir qu'en 99, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui le tarot c'est très populaire. Le tarot c'est plus du tout un côté occulte, caché, qu'on pratique que dans les librairies ésotériques. On va voir la voyante qui est cachée dans une petite rue. C'est vraiment la chose ésotérique, mais pour initier quoi seulement, hein, avant. Voilà. Et donc il y avait ce côté-là, puis il y avait ce côté, c'était surtout des femmes qui pratiquaient le tarot, hein, pour la lecture.
Donc c'était moins populaire, et quand j'en parlais dans le milieu du théâtre, ils ne comprenaient pas trop. C'est bizarre. Mais ils ont demandé pour l'aspect mise en scène. Donc j'ai aidé des compagnies à faire de la mise en scène en utilisant mon jeu. Et puis finalement, après, des gens m'ont dit, mais finalement, est-ce qu'on peut changer le sujet? C'est-à-dire, au lieu que ce soit le spectacle, ça pourrait être nous à la place, et tu ferais la même manière. J'ai dit, bah essayons, on va voir. Donc j'ai fait les tirages de tarot comme je faisais pour la mise en scène du spectacle, c'est-à-dire avoir des pistes, on parle d'un personnage, chose que je continue encore à faire ici, d'autant que je suis à Avignon. Donc il y a plein de compagnies qui viennent ici pour rôder des spectacles. Ils viennent et on fait un tirage sur leur spectacle en fait. Ou sur un personnage, par exemple, un personnage qui est bloqué dans la mise en scène, ils n'arrivent pas à développer ce personnage par exemple. Alors, on fait faire un tirage sur le personnage fictif, en fait, qui n'existe pas, en disant, bon bah alors, c'est quoi son existence, c'est quoi sa vie, où il va, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter. Et poum poum, le tirage, il nous donne des pistes. C'est très intéressant ça. Et donc, bah voilà, j'ai commencé à faire le tirage de tarot pour les gens après, en parallèle. Donc moi, j'avais une petite roulotte qui était à côté de notre spectacle. Et puis en parallèle, des fois, je proposais aux gens, si vous voulez, faire un petit tirage de tarot là. Voilà. Et j'ai fait ça donc pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je faisais en plus de mon métier principal, donc du cirque. Ce qui m'a permis de me rôder déjà, de faire énormément de tirages, parce que des fois je suis allé sur des festivals, et en fait ils m'ont fait venir indirectement pour le tarot, sans vraiment me le dire. En fait, voilà. Donc on venait nos spectacles, puis après ils disaient « tu ouvres ta roulotte » et tout. Et du coup, des fois j'ai fait des heures de tirage de tarot et tout. Moi, j'avais vachement rodé le truc, et sans la pression, puisque au départ, je ne demandais pas d'argent. Voilà. Et comme je n'étais pas installé dans un endroit fixe, il n'y avait pas non plus, je pouvais me permettre de faire comme ça, parce qu'il n'y avait pas cette habitude des gens qui allaient revenir constamment, me demander gratuitement de faire un tirage, puisque après, moi, je changeais de ville avec mon cirque, on n'était plus là, quoi. Donc, je pouvais me permettre cette approche-là. Voilà. Chose qu'on ne peut plus faire après, hein. On ne peut plus dans une boutique faire des propositions gratuites. Parce que là, c'est non. Déjà on est débordé quand on a un lieu. Mais alors, si. Donc j'ai changé après d'approche, mais pendant 10 ans, j'ai pratiqué de cette façon. Et ça m'a vraiment, j'ai fait des centaines et des centaines de tirages, bien sûr. Voire des milliers. Ouais, devoir des milliers. Bah oui, là depuis maintenant, je ne sais plus à combien de milliers. J'avais regardé. Enfin bon, c'est beaucoup. Ça doit être énorme. Donc ça veut dire que de 99 pendant 10 ans, tu as fait ça. Et ça fait 7 ans que tu as ouvert ta boutique. Donc si je compte bien, il y a quelques années, qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ou 6 ans entre les... Non, c'est pas ça, c'est que pendant 10 ans, j'ai fait gratuit. Ouais. À partir de 10 ans, au bout de 10 ans, j'ai commencé à instaurer l'idée que ce serait bien qu'il y ait une participation. Ouais, donc au début c'était cool, il y avait une petite boîte, les gens mettaient ce qu'ils voulaient, on pouvait faire du troc aussi. Et puis peu à peu, j'ai eu l'impression que même pour l'estime de cette chose que je considérais comme secondaire, pour moi, évidemment, c'était pas mon métier principal. C'était important, mais je sais qu'il y a des gens qui sont contre cette idée hein, de faire payer, et ils pensent que ça devrait être gratuit. Mais je me suis rendu compte que ça changeait tout à partir du moment où c'était payant. Il y a quelque chose qui s'installe, et nous-mêmes, on a comme une exigence supplémentaire vis-à-vis du contrat passé avec l'autre. Quoi. Nous-mêmes, tu veux dire, nous-mêmes. Qui fait la lecture. Ouais. Où on se sent quelque part investi d'une responsabilité vis-à-vis du fait que l'autre a payé. Alors je ne dis pas qu'avant je faisais n'importe quoi, hein. Mais j'ai senti la différence quand j'ai commencé à demander ça. C'est une différence qui, selon toi, est favorable pour le tirage ou au contraire, ça pourrait... Moi, ça a été favorable. Ouais. Une tension, une pression, ouais. Ça a été favorable dans le sens d'accepter d'être tarologue, en fait. Moi, j'ai appelé ça tarologue à un moment donné, parce qu'au début, il n'y avait pas trop de nom. Moi, je voulais pas dire voyance, ça m'intéressait pas cet aspect, c'était trop connoté, quoi. Bon, je suis arrivé à cette idée de tarologue, je ne sais pas, ou tarosophe. Mais tarosophe, ça me semblait un petit peu comme ça, un peu prétentieux. Je sais pas. Tarologue, ça m'a paru simple, comme psychologue du tarot. Ouais, moi, je trouve que ça te ressemble. Ça m'a semblé. Tarologue, c'est finalement l'étude des tarots. Et toi, c'est un peu tout ton parcours. Voilà. Parce qu'on va en parler dans un petit moment, mais on va changer d'espace pour ça. Voilà. Et justement, on va voir les différents tarots. Dans mon approche et particulière de la façon d'utiliser le jeu. Quel est le tarot que tu utilises aujourd'hui? Tout à fait, oui. Parce que c'est hyper varié et riche, donc il y a un vrai travail de recherche, d'investissement. On sent que pour toi, c'est
c'est ta vie, quoi, ton quotidien. Enfin, tu en es. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est ça qui a été important. C'est de comprendre qu'en fait, c'est pas juste un jeu de cartes. Oui. C'est pas juste des feuilles de carton toutes plates là, qui finalement sont pas très représentatives vis-à-vis de notre émotion, de notre parcours de vie. Qui sont ces gens, quoi? Comment on les rencontre? Voilà, donc moi ça a été tout mon travail. Quand j'ai compris cet aspect-là créatif du tarot, qui permettait d'imaginer faire la mise en scène d'un spectacle à partir de ça, quoi. Je me suis bien dit que en fait c'était plus que des symboles. Parce que le tarot, enfin bon, ouais, je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais pour moi le tarot, voilà, il a souffert de plusieurs choses assez connotées qui lui sont tombées sur la tête, quoi. Il y a eu cette histoire, la voyante, Madame Irma, truc comme ça, là, voilà, où ça nous a fait déjà un bon morceau, là, pour dire voilà ce que c'est que le truc de la lecture de tarot. Et puis il y a aussi tout cet aspect symboliste, avec le côté plus les chercheurs, je les appelle les symbolistes, quoi. Les francs-maçons, ici on a beaucoup de francs-maçons à Avignon, qui sont venus, moi ici, au lieu, quoi. Et qui sont venus un peu provoquer, quoi, parce que pour lui, enfin pour eux, je dis pour lui parce qu'ils sont jamais venus ensemble. C'était toujours des gens indépendants, mais en fait ils venaient toujours du même truc. Mais enfin c'est pas une attaque contre les francs-maçons, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une vision assez symboliste, ésotérique de la chose, et pour eux, chaque truc veut dire une chose précise. Chaque symbole veut dire une chose précise. Voilà. Alors que c'est pas possible, cette histoire. Enfin, pour moi, c'est pas possible, cette histoire. D'autant plus qu'ils figent leur réflexion sur des symboles qui ne sont pas, des fois, très explicites. Voilà. Comme pour moi, c'est une carte très importante, puisque j'ai été longtemps ce personnage, le battleur, autant que magicien, quoi. Vouloir absolument dire que sur sa tête il a un lémiscate, c'est-à-dire un symbole de l'infini, c'est un peu, je veux dire, pourquoi bloquer comme ça à ce point-là? Je veux dire, quand on regarde bien, en plus, c'est pas un lémiscate, parce qu'un lémiscate il doit croiser comme ça, pour faire une espèce de ruban de Moebius, là. Mais ça fait pas ça, là. Donc, à la limite, je veux bien, en tant que petit clin d'œil, dire, ah oui, ça fait comme. Voilà. Mais ensuite dire, ah donc cette carte, c'est l'infini, elle contient le tout et tout. Je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Donc réduire ce truc à la connaissance de le symbole de l'infini contenu dans la carte, à tel point qu'ensuite, quand ils ont décidé le rider, ils ont mis carrément le symbole de l'infini. Ils l'ont ajouté comme si c'était pas assez clair. Donc ça a été bien interprété. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais. On change d'ambiance. Donc voilà, on en était tout à l'heure aux interprétations du tarot, en fait. Donc toi, aujourd'hui, quel tarot tu utilises et à partir duquel ou desquels tu es parti? Parce qu'il me semble que tu en as constitué un. Oui, alors au début, évidemment, j'ai envie de dire malheureusement. Enfin, en fait, non, il y a eu 2 débuts, parce qu'il y a eu le tarot de ma mère, mais elle, c'était un peu spécial, parce que c'était pas un Marseille proprement dit, c'était un Besançon. À vrai dire, il n'y a pas une énorme différence, c'est que dans le Besançon, il n'y a pas le pape et la papesse, c'est Jupiter et Junon à la place. Et après, son Besançon, il était un petit peu ambiance image d'Épinal. Donc pour l'aspect créatif que j'ai découvert par la suite, il ne me parlait pas beaucoup le Besançon, je ne comprenais pas pourquoi, mais il ne me parlait pas beaucoup. Donc je me suis renseigné, tiens, il y a quoi comme autre tarot? Et à vrai dire, dans ces années-là, donc un peu avant 99, parce que je m'y étais remis, mais j'avais quand même cherché un peu les tarots un peu avant, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et principalement, en fait, on avait un jeu qui s'appelle le Grimaud, qui avait donc été redessiné par Paul Marteau en 1930, qui est un tarot d'inspiration de Nicolas Convert, donc Renaissance plutôt, et très moche, quoi. Enfin, à mon goût, Monsieur Grimaud, voilà. Mais bon, enfin moi je l'ai trouvé très moche, mais il a marqué les gens, parce que pendant longtemps ça a été la référence. Puis en plus il avait présenté, je crois, comme le véritable tarot de Marseille. Il est encore connu. Il est encore bien, il se vend encore, il y a encore énormément de gens qui y pensent. C'est celui-là. Voilà. Donc mes recherches m'ont mené à découvrir qu'il y avait d'autres tarots, mais qui n'étaient pas tellement accessibles en magasin, quoi. On pouvait trouver les représentations, quoi. Il fallait les imprimer soi-même, quoi. Donc j'ai parcouru comme ça, et entre autres j'ai rencontré un monsieur assez intéressant qui s'appelle, mais qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Claude Flornoy, qui était une des personnes qui a permis un petit peu qu'on retrouve des jeux anciens.
de par le fait de Jodorowsky, qui lui a fait une boulette à mon goût, en n'ayant pas fait sortir justement ces anciens jeux-là, et en ayant fait plus ou moins un tarot à leur sauce, mix avec Camoin, le monsieur de Marseille, et lui, ils ont créé un jeu qu'ils ont voulu présenter un peu comme étant aussi le véritable tarot, mais bon, ça a fait réagir, je pense, pas mal de gens qui connaissaient bien, et on dit non mais là, on attendait que Jodorowsky fasse sortir le bon jeu, bon bref. Donc moi c'est ce qui m'a amené finalement à un jeu qui m'a beaucoup parlé, qui est le Jean Dodal au départ. Oui. Le Jean Dodal, donc j'ai fait plein de recherches sur le Jean Dodal, et je comprenais pas très bien parce que le Jean Dodal, en fait, on n'a pas de trace de Jean Dodal, qui serait soi-disant un Lyonnais. Alors moi j'aime bien avoir accès à des archives, parce que quand j'étais à Carpentras, j'ai fait la même chose, j'ai cherché, parce qu'il y avait un tarot à Carpentras aussi, donc je l'ai cherché, mais on n'a trouvé qu'une seule carte, malheureusement, donc on ne peut pas utiliser ce jeu. Mais j'ai trouvé un truc marrant, c'est que y a le graveur, qui avait fait le tarot pour soi-disant Jean Dodal, il s'appelait Merme, cet homme-là, avait fait apparemment le tarot à Carpentras aussi. Et évidemment, quand j'ai donc plus tard continué à chercher, j'ai vu qu'il avait fait aussi un tarot à Avignon. Voilà. Beaucoup plus ancien encore que le Dodal. Et qui était donc une famille qui était installée ici, qui s'appelait Payen. Donc il y avait Jean Payen, Jean-Pierre Payen et Pierre Payen, je crois. Pas sûr pour Pierre Payen. Bref. Et donc ils étaient installés là, on appelait ça les artisans quartiers. Et c'est donc le même graveur, Merme, qui a fait ce jeu Payen. Sauf que ce jeu Payen, il n'existait pas, évidemment on ne le trouvait pas. Et puis dans les représentations qu'on pouvait avoir, les couleurs étaient très abîmées, très usées, très, voilà, pas très parlant, mais au niveau du trait noir, il était super intéressant, même avec quelques petits détails encore plus poussés que dans le Dodal, je trouvais. Donc forcément, quand je suis arrivé à Avignon pour ouvrir donc bien plus tard la boutique, je me suis dit, il faut faire un truc là avec le Payen, quoi. Donc on a refait ce jeu, c'est-à-dire ma compagne, qui est artiste, elle fait le pain, enfin elle fait plein de choses, elle a repeint à la main, tout à l'aquarelle, parce que Jean-Claude Flournoy, ils avaient fait aussi un jeu, le Dodal, imprimé et fait à la main, mais avec des tampons, et un peu comme du pochoir. Voilà. Donc c'était déjà mieux que ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec où ils travaillent avec de l'informatique. Ce qui fait qu'on a des aplats de couleurs que c'est pas très beau. Il n'y avait pas de texture en fait. Alors là, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait vraiment de la texture avec le pochoir, mais un peu plus déjà. On voit que ça a été pas aplati comme ça avec l'ordi. Mais à l'aquarelle, franchement, rien à voir. Parce que là, il y a des transparences, il y a des subtilités de couleurs, il y a des matières qui apparaissent, etc. Donc dans toutes ces versions de tarot, comment ce serait laquelle qui pourrait être la plus ancienne et donc peut-être plus proche de l'original ? Pour moi, aujourd'hui, ce que j'appelle aujourd'hui, moi, quand je vends le jeu ici, puisqu'on a fait notre jeu, voilà, c'est ça. Donc moi j'appelle ça les triomphes d'Avignon, pour deux raisons. Avignon, parce que c'est le Payen, on a repris les traits du Payen, voilà. Mais c'est pas vraiment le Payen, donc on n'a pas pu l'appeler quand même le Jean-Pierre Payen, c'est pas tout à fait le Jean-Pierre Payen, mais quand même, au niveau du trait noir, c'est le Jean-Pierre Payen. Voilà. Et les triomphes, parce que les triomphes, dans ce jeu, je ne présente que les triomphes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les arcanes majeurs. Parce que pour moi, ça, c'est majeur, d'ailleurs, comme importance. C'est-à-dire qu'à la base, les triomphes ne font pas partie du tarot. Ils arrivent avant. Parce que le tarot, aujourd'hui, il semblerait qu'historiquement, tout le monde soit à peu près tombé d'accord, ce serait autour de 1450, qui aurait à la fois le tarot italien Visconti Sforza, et puis aussi cette commande-là, apparemment, qui a été faite auprès d'un artisan quartier, où quelqu'un demande un jeu de Naibi à triomphe. Donc le jeu de Naibi étant le jeu qui arrive de Perse en 1350, qui est un jeu de société en fait, un jeu pour jouer comme aujourd'hui, ils l'ont gardé en Espagne pour jouer à la Scopa, par exemple. Bon, c'est un jeu comme ça où on joue avec, au lieu d'avoir pique, cœur, trèfle, carreau, on a l'épée, le bâton, comme on connaît, la coupe et tout. Et donc c'est un jeu de société. Et là, quand il a fait la commande, là, ils ont associé les 22 triomphes, qui n'était pas un jeu de société, à mon avis, qui était un jeu peut-être de réflexion philosophique, ou en tout cas un jeu initiatique pour essayer de comprendre peut-être le sens de la vie, à travers des images qui pourraient représenter ce parcours de l'humain à travers différentes étapes de sa progression personnelle, quoi. Possible. Il n'y a pas de vérité aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de traces concrètes, on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas où. Donc,
Voilà. Il n'y a pas de vérité dans l'historique, mais visiblement, il y a une forme de crédibilité de par justement le nombre de tirages qui fait que ça a été parlant ou bien sûr. Avéré, quoi. Et puis surtout que ça a été oublié puis retrouvé. Puisque quand c'est devenu un jeu de société, donc, ils ont perdu l'aspect initiatique, ésotérique, ou je ne sais pas, chacun mettra ce qu'il veut de voyance, bref. Et ça a été retrouvé plus tard. Quand tout à coup, des gens se sont dit... parce que, en fait, si on a eu accès à ces 22 triomphes, précisément celle-là, qui n'était pas un jeu de société, c'est qu'elles ne se sont pas fait détruire pendant l'Inquisition. Pourquoi ? Parce que c'était un jeu de société qui était pratiqué dans les bars. Donc, ils jouaient dans les bars. L'Inquisition, ils s'en foutaient de ça. En plus, c'était taxé par l'État à l'époque, les jeux. Ça coûtait très cher. Donc, c'était un des impôts les plus importants. L'impôt sur les cartes à jouer. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui a pu traverser de manière anodine, comme sous le manteau, parce que déguisé en jeu. C'est ça qui était pas mal. Et après, des gens se sont dit, mais quand même, ces cartes-là, spécifiques, là, les 22, là, elles nous parlent de quelque chose un peu différent des 56 autres. Et c'est comme ça, je pense, que l'idée est revenue que, il y a quelque chose dans ces cartes. Et ça c'est revenu, puis il y a eu cette idée. Mais, je veux dire, pour moi, après, c'est la querelle, chacun fait comme il veut. Mais du coup, des gens se sont acharnés à vouloir faire parler les 56. Forcément, puisqu'il y avait un jeu de 78. Donc pourquoi d'un coup on dira, pourquoi ce serait que celle-là qui parle et pas les autres ? Parce que les autres, elles n'étaient pas faites pour ça, puisque les autres, elles venaient de Perse et c'était un jeu de société, c'était pas un jeu initiatique ou quoi que ce soit. Alors que les 22, c'est peut-être une espèce de cartographie comme ça, là, pour essayer de comprendre la nature humaine. Bon, c'est une hypothèse. C'est pour ça que moi, je n'utilise personnellement que les 22, et plus spécifiquement, celle d'Avignon, le païen, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un des jeux les plus parlants au niveau symbolique, où il y a plein de petites nuances qui se sont perdues avec le temps. Alors au niveau des couleurs, tu t'es basé sur quoi ? Parce que tu disais tout à l'heure que justement sur ce jeu-là, il y avait les traits noirs qui étaient assez prononcés, qui pouvaient donner éventuellement plus de détails que il y avait la couleur aussi, mais fade. Comment tu as fait pour alors donc on a fait des recherches. Alors pour ça aujourd'hui il y a un site sur internet qui est intéressant, c'est Gallica. Et sur Gallica, évidemment, il y a énormément de jeux qui sont référencés en très bonne qualité. C'est des scans super bien faits, quoi. Et donc, on en a regardé plein comme ça. Et on a essayé de voir un peu les couleurs. Est-ce qu'elles se suivent ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se respecte comme ça ? Et donc, on a pu vraiment mettre en avant ce qu'on pense. Voilà. Après, à un moment donné, il faut faire un choix. Voilà. Et donc, tu disais tout à l'heure que dans le symbolisme qui était souvent appliqué sur les cartes de tarot, il y avait quelque chose pour lequel toi tu n'étais pas vraiment en accord. Tu sais, des trucs un peu classiques. Si on prend le bleu et le rouge qu'on va retrouver, je crois, sur toutes les cartes, alors dis-moi si je me trompe. Parce que le bleu et le rouge, c'est sûr. Ouais. Le bleu et le rouge, c'est sûr. Il y a beaucoup. On associe souvent le bleu au yin, à l'intériorité, le rouge au yang, à quelque chose de plus extérieur. Donc si toi tu es pas dans ce côté, on va dire, manichéen, scindé, comment tu interprètes les cartes ? Est-ce que les couleurs sont quelque chose qui... Est-ce que tu dissocies déjà la forme, les éléments, les couleurs ou... bien sûr, là, c'est tu tout... pourrais nous aider à comprendre comment toi tu vois le tarot en fait, ou une carte. Ah oui, là on rentre vraiment dans le domaine qui m'intéresse le plus. Eh ben oui, c'est ça. C'est la matière. C'est là où tu as une singularité qui m'intéresse de mettre en avant justement. C'est la matière. Pour moi, le plus important, c'est la matière. Retrouver la matière en fait. Pour moi, le tarot évoque énormément de matière. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent qu'on pourrait voir comme anodines, comme la terre noire, comme les fleurs jaunes, comme des ossements, comme des arbres, comme des racines. Il y a toujours quelque chose. Mais avant juste de partir là, pour répondre directement par rapport à la couleur. La couleur, si on entre dans cette recherche symboliste, assez hermétique, je dois dire. D'ailleurs, par rapport à hermétique aussi. Ça, c'est intéressant. Les 5 plus anciens jeux, si on prend avec le Noblet, si on prend le païen, le Dodal, alors le Vievi, il n'a pas de nom. Mais en tout cas, l'ermite est écrit sans H. Plus tard, ils y ont ajouté un H.
Alors certains pensent que c'est l'évolution de la langue française, mais en vérité, les deux vocabulaires existent toujours, enfin les deux orthographes existent toujours. Hein. Et moi, je trouve ça assez intéressant, parce que dès qu'on met ce H à l'ermite, on entend quelque chose d'hermétique. Si on lui enlève le H, on voit un pèlerin qui est en quête de quelque chose vers la lumière. Pour moi, ça change tout le sens. Hein. Ça me semble vraiment intéressant, ça. Et ça, évidemment, dans le païen, dans le dodal, etc., il n'a pas de H. Vous pouvez vérifier en faisant des recherches. Alors pour ce qui est des couleurs, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que si tout à coup on se dit, le bleu ça veut dire ça. Déjà ça va dépendre de où on regarde, quoi. Si je suis en Bretagne ou si je suis en Provence, déjà il y a des chances, et ça vous pouvez le vérifier très facilement en prenant un dictionnaire des symboles, hein, ça va changer la notion de la couleur. Mais alors ne parlons pas de si on part en Inde, hein, ou si on part en Australie. Parce qu'ils ont un travail sur la couleur assez important là-bas aussi, hein, avec les aborigènes et tout ça, et puis toute leur représentation avec les dessins qui font le chant des pistes là. Hein. C'était quand même très intéressant aussi. Donc on ne peut pas s'amuser à jouer à ça. Ça ne peut pas marcher, parce que pourquoi tout à coup on dirait ah ben non, c'est plus comme ils ont dit les Bretons que les Provençaux ou tu vois, ou les Parisiens, je sais pas. Tu vois. Donc moi je pense pas que ce soit ça qui soit important dans le jeu. Ce qui est important, c'est ce que j'appelle le code chromatique. C'est comme si, en fait, il y avait des rapprochements entre des cartes. Et le fait qu'on découvre ça, ça nous met sur la voie, en fait. Parce que tout à coup, il y a des couleurs qui naviguent de carte en carte et qui nous font remarquer des détails intéressants. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, le tarot. Oui. Parce que le fait que j'avais un cirque, j'ai été pas mal en contact avec les jeunes. Et j'ai travaillé dans des centres pour enfants en difficulté qui étaient placés là. Et puis très rapidement, j'ai sorti le tarot en fait. Et puis je travaillais avec eux, moitié spectacle, moitié tarot, quoi. Et les choses qu'ils ont pu me faire remarquer, c'était assez impressionnant. Mais par exemple, une des choses qui m'avait fait remarquer au début, c'était l'idée que, par exemple, dans la carte du chariot, c'est les chevaux du diable. Ouais. Et c'est marrant, quoi. Bon, si tu regardes un livre de tarot, il n'y a personne qui parle de ça. Ça n'existe pas. Dans aucun bouquin, tu vas voir, c'est les chevaux du diable. Et eux, ils ont dit, c'est les chevaux du diable. Et c'est le même bleu. Et ça se tient. J'ai fait après tout un graphique qui montre la communication entre le diable et le chariot, mais sauf que le diable, il serait dans les terres noires profondes. Parce qu'il y a la terre noire dans le chariot. Mais sauf que c'est les chevaux du diable qui marchent dans la terre noire, pas le personnage. Le personnage, il n'a pas de jambes. Ouais. Le personnage, il est coupé. Oui. Il est dans son chariot. Tu vois. Et c'est marrant de voir qu'il y a cette terre noire, et que dans le diable, il y a cette même terre noire, mais c'est une langue organisée. Tu vois ? Comme une bande de terre, mais pas du tout chaotique comme on l'a dans le chariot et dans la mort, par exemple. La mort, qui est la carte sans nom, mais au moins si je dis la mort, tout le monde comprend. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Et ça, c'est la symbolique des couleurs qui nous le permet. Mais pas au sens symbolique de que veut dire ça, mais au sens de tiens, la terre noire, qu'est-ce qui se passe ? Cette terre noire, je l'ai dans le chariot, je l'ai dans la mort, je l'ai dans le diable. Quel est le point commun ? Qu'est-ce que c'est que cette matière noire ? Ce qui fait qu'après, on réfléchit sur l'idée de matière noire. Et là, crois-moi qu'il y a du boulot, si tu commences à entrer dans la recherche de qu'est-ce que la matière noire. C'est comme si c'était une vision finalement qui ouvrait le champ plutôt que de le rétrécir en l'enfermant. Parce que sinon tu vas l'enfermer dans des gens qui ont déjà fait le job par rapport à la définition de cette couleur, c'est le deuil, mettons, on va dire. Et puis on va en rester là, quoi. Et puis on va le prendre pour acquis. Hein ? Alors que cette matière noire, justement, ça pourrait ramener à quoi si tu nous donnes juste un ou deux exemples, justement, pour ouvrir ? La matière noire, c'est ce qui permet qu'en fait, c'est ce qui a produit la vie. C'est ça. Donc ça veut dire que tout à coup, la mort produit la vie. Le diable produit la vie. Le diable est peut-être même le maître de la matière noire, tu vois, mais en dessous, pas au-dessus. Parce que c'est comme si, quelque part, la mort, elle nous parle de la matière noire qui apparaît comme, on pourrait appeler ça, l'humus. Donc c'est la matière noire, mais arable, la terre, tu vois, vivante. Mais plus profondément, si on creuse plus profondément. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Hein. Ils font des recherches là-dessus assez hallucinantes. Tu sais que pour étudier la matière noire, aujourd'hui, le trou noir, ils descendent sous terre. Ils s'enterrent dans des vieilles mines, et les chercheurs aujourd'hui, qui cherchent le plus profondément la matière noire de l'espace, descendent dans les mines pour faire ça. C'est assez impressionnant, quoi, se dire, mais c'est quoi le rapport ? Eh bien oui, justement, et c'est bien ce que nous dit le diable dans le tarot. C'est quelque part, si vous voulez avoir une notion de la lumière, parce qu'il faut quand même bien voir que le diable, c'est Lucifer.
C'est le porteur de lumière. Ouais. Il arrive juste avant quoi, lui, les événements, dans le tarot? C'est que toute la suite, que j'appelle les strates, la strate qui va être au-dessus de lui, parce que les strates géologiques, par rapport à la matière noire, c'est intéressant. Donc la strate qui est au-dessus de lui, c'est la lumière. La maison Dieu, c'est une maison de lumière. C'est la maison qui contient la lumière. Il y a l'arbre de vie, puis d'un coup ça s'ouvre et ça libère une petite lumière qu'on va voir jaillir sur le coin droit de la carte en haut. Et ensuite cette lumière ne va faire que s'agrandir. On va voir l'étoile ensuite, on va voir une lumière encore un peu plus grande, on va voir la lune, on va voir une lumière encore un peu plus grande, on va voir le soleil, on va avoir une lumière encore plus grande, et on va même avoir le jugement, où carrément elle explose, et c'est le jugement, l'ange qui parle au nom de la lumière. Donc on comprend bien qu'en fait le diable il nous dit, si vous voulez avoir une notion de la lumière, il va falloir descendre dans les profondeurs d'abord, de la terre noire. Ça, voilà, mais tout ça, je veux dire, on l'a pas au départ. Si on reste figé sur le noir égale ça, on rate la terre noire, et on rate même la symbolique que finalement le diable est peut-être le maître de la terre noire, donc de la matière noire qui produit la vie sur terre. Ça nous amène loin. Et c'est quand même très intéressant d'imaginer que par la communication des couleurs, le chariot, qui très souvent est mal interprété à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est la gloire, le succès, machin. Mais quand on voit le personnage qui est pris dans la tourmente, je veux dire, il est dans son chariot là, mais il n'existe pas en tant que tel. Quand on regarde toutes les cartes qui le précèdent, le nom de la carte, c'est le nom du personnage central, hein, comme s'il était vraiment nommé. On respecte le personnage qu'on voit. Bah là non. On dit le chariot, on dit pas. Alors des fois on dit le charior. Par exemple sur le dodal, c'est le chariot. Ça veut dire celui qui est dans le chariot, mais ça ne nous dit pas qui c'est quoi. Ah oui, le chariot. Ça veut dire qu'on ne dit pas c'est le prince, on ne dit pas c'est le conquérant, on ne dit pas c'est le vaillant, on ne dit pas même c'est l'acteur. Ça pourrait être, parce qu'il est souvent assimilé à l'idée d'un acteur peut-être, parce qu'il a des masques sur les épaules. Oui. Alors, il est en représentation quelque part. Mais en fait c'est un personnage qui cherche à attirer une attention, mais on ne le voit pas en fait. C'est comme si on le voit passer, on dit « Oh le chariot !» Ah lui, oh ouais, et moi alors? Bah toi on t'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'en fait il ne se rend pas compte qu'il est lancé malgré lui par les chevaux du diable. C'est le diable qui est venu. Quand on regarde d'où il vient quelque part, lui, si on prend la carte d'avant, on a l'amoureux. Dans cette carte, on a un personnage central qui est complètement ahuri, quoi, et qui est pris par deux femmes dans une espèce de discussion où on a l'impression qu'il n'a aucune idée de ce qu'on lui demande. C'est normal, lui, il vient de chez le pape. Et chez le pape, il était carrément agenouillé devant lui, à tel point que les gens, quand ils regardent la carte du pape, ils ne voient même pas qu'il y a deux personnages en plus, là, qui sont agenouillés, perdus dans le costume. Hein. Voilà. Donc ils sont soumis, si tu veux, à l'autorité du pape. Hein? Donc d'un coup, si le personnage soumis à l'autorité du pape, soumis par volonté, hein, peut-être ils se sentent libres à cet endroit-là, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas tellement leur mot à dire. Donc à partir du moment-là, on se dit, tiens, il est sorti de cet endroit où il était protégé par le pape, mais en même temps où il n'existait pas tellement en tant que personne. D'un coup, il va, on le voit dans l'amoureux, et là, on lui demande son avis. Ben, il n'y a pas d'avis. Tu vois ? Et ça ne peut pas durer, cette étape-là où il est là, il ne sait pas qui il est. Et moi, j'ai l'impression que le diable, il regarde ça et il a pitié, quoi. Tu sais, le pauvre adolescent, là, on dirait une crise d'adolescence, le pauvre adolescent, là, il ne sait pas ce qu'il veut. Vas-y, on va lui envoyer les chevaux du diable. Il va monter dans le truc, il va se barrer. Mais il ne sait pas où il va. Il a fait ça par, tu sais, il s'est dit, ouh là, vite, sauvons-nous d'ici, quoi. Un chariot, hop, je monte dedans. Puis il part, mais il ne sait pas où il va. Et ça, voilà, c'est la couleur qui nous permet de comprendre ça. Parce que ce sont les chevaux bleus du diable, c'est cette terre noire qu'on trouvera dans le diable, et c'est-à-dire que ça s'est inversé, c'est-à-dire que le personnage, il n'est pas aux commandes en vérité. Il n'a même pas de jambes, quoi. Il n'a même pas les rênes en main. Il est juste comme ça, là, et puis avec ses masques sur les épaules. On sent bien que c'est une crise d'identité. Alors c'est peut-être le chariot de gloire, si on veut garder l'idée qui est souvent mise en avant que ce serait la gloire. Mais c'est tout, c'est que le chariot, quoi, de gloire. C'est pas la gloire, la nôtre. Hein ? Ouais, ça fait un peu penser à la gloire, c'est-à-dire à une forme de réussite encouragée par l'école, par les parents, tu vois, mais pas quelque chose qui soit lié à des valeurs vraiment profondes. Non, il n'en est pas là. À investiguer. Non. Ouais. Là, il est en réaction par rapport à l'éducation. Ouais, voilà. Parce qu'au début, si tu veux, tu as un battleur au début du jeu, qui ressemble énormément, si on regarde l'amoureux. On dirait le même personnage, sauf que dans l'amoureux, il est complètement démuni, le pauvre. Il n'a même plus de pantalon. On lui dit, bon, il a piqué son pantalon. Il n'a rien sur la tête, il n'a rien dans les mains. Il n'est pas actif. Dans le battleur, c'est un personnage actif, mais par survie, si tu veux. Il ne sait pas pourquoi. C'est le premier. Quand il regarde sur sa gauche, le battleur,
il voit personne. Donc quelque part, il n'a pas de passé, quoi. Donc il est là, il faut bien exister, quoi. Il faut bien que je me fasse une identité. Et donc le battleur, c'est ça, c'est le jeu, J-E. Et on dit que ça mène au jeu, parce que c'est un joueur, le battleur. Mais avant toute chose, c'est qui suis-je? Et c'est ça, quoi. Alors que dans l'amoureux, il est complètement démuni. Il ne sait même plus qui il est, parce qu'il s'est fait formater. Il faut dire, voilà par quoi il est passé juste après. Hein. Les cartes sont quand même assez explicites. Hein. Ça aussi, c'est des choses quand on regarde bien, quand on prend le temps de regarder un jeu de cartes dans son ensemble, comprendre qu'en fait, il y a une matière ici qui communique, et puis et moi j'appelle ça la géographie. Et c'est comprendre, comme on disait, Deleuze et Guattari, là, je ne sais plus si c'est eux qui ont dit ça au début, mais bon, dans ces époques-là, la carte n'est pas le territoire. Ils disaient la carte n'est pas le territoire. Comme de dire, on dessine une carte, on n'a pas dessiné le territoire. C'est vrai. Mais là, on a plusieurs cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les cartes qui vont former un territoire. Et c'est ça, cette géographie qui est subtile, quoi. C'est plusieurs cartes qui créent une géographie. Donc si on les met toutes ensemble, et qu'on les regarde dans leur ensemble, on va bien voir par exemple que les premiers que j'ai appelés les assis, pour reprendre le texte de Rimbaud, hein, les assis, avec cette autorité, ils ont tous des trônes, des sceptres, des couronnes, machin. Et bien ensuite, quand on regarde en haut, on a un horizon qui s'est dessiné parce qu'il n'y a plus que de la lumière. Donc voilà. Et ça, on ne le voit pas si on ne regarde pas toutes les cartes d'un coup. Mais quand d'un coup on les regarde, on ne peut pas ne pas voir ça. Mais ça va être qu'un début, quoi. Ça va être qu'un début, parce que ça va nous permettre de dire, ah ouais, il y a une logique. Il y a une matière qui communique, il y a des couleurs qui évoluent, il y a des choses qui bougent, il y a des interactions entre des cartes, il y a des liens subtils qui ne sont pas directs, qui ne sont pas liés aux strates, comme je dis, horizontales, ni même aux strates verticales, parce que je parle d'idée de strates verticales aussi. Mais il y a des liens subtils liés aux couleurs, comme par exemple le diable et le chariot. Et on crée quelque chose là d'assez subtil. Ce qui va nous emmener à nous interroger sur la matière noire. Donc par exemple, ensuite, allez-y, allez voir les différentes matières noires qu'on a dans les strates géologiques de la Terre, pas du tarot. Va toucher la matière noire du sous-bois. Voilà. Puisque de toute façon, qu'est-ce qui nous emmène au début à la matière noire de la mort? C'est le pendu. Et justement, pendu à un arbre. Donc, il y a cette idée-là. Donc, en fait, ça pourrait correspondre à une voie initiatique, peut-être. Ça pourrait correspondre à différentes étapes dans le chemin de vie, des choses qui sont possibles. Donc, il est possible donc, de partir de ce battleur, de parcourir toutes ces strates que tu mentionnais tout à l'heure, et puis éventuellement de revenir à un battleur, de revenir à un jeu, à un nouveau jeu. Bien sûr, parce que le but du jeu, c'est bien ce qu'on voit. C'est-à-dire que le but du jeu et du but du jeu, c'est qu'au départ, le battleur, il n'est pas dans le monde. Le battleur, il a quelque chose d'atypique en ça. C'est-à-dire que le battleur, il faut bien le remettre dans son contexte. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens, voilà, ils vont penser, ça, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Donc ce sont des symboles, ou ce sont des personnages qu'on va définir. Et on va dire ça veut dire ça. Comme genre, le battleur, c'est le commencement, par exemple. Oui, mais attends, il s'appelle le battleur. Battleur, ça veut pas dire commencement. Bon, ça veut dire quoi, alors? Voilà. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas aller voir ce que c'est qu'un battleur? Alors si tu vas voir ce que c'est qu'un battleur, d'un coup tu découvres quelque chose qui va beaucoup t'aider à comprendre le sens de la carte. Parce qu'en fait un battleur, c'est un personnage qui arrive dans une ville, qui n'est pas attendu, qui ne fait pas partie d'une troupe, il n'a pas un théâtre, il n'est pas convié par le roi, il n'est pas avec Molière, tu vois, il est tout seul. Il s'amène avec sa table, tu vois, et il va devoir créer un attroupement autour de lui, alors que personne ne l'attend. C'est pas gagné ça. Ça nous en donne déjà pas mal des choses là-dessus par rapport au battleur. Et donc lui, c'est le commencement, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que par l'expression de qui il est au centre, ce que j'appelle le point minimal de construction, sa singularité en fait, c'est ce qu'il sait faire de manière atypique par rapport aux autres. Regarde, je sais faire ça. Les autres disent, qu'est-ce qu'il fait le gars? On n'a jamais vu personne faire ça. Alors il s'approche. Sauf que lui, si tu veux, autour de lui, il y a comme un cercle. C'est une protection à l'intérieur de laquelle il vit. Tu vois? Enfin, il vit le temps du numéro. Et c'est à l'intérieur de ce cercle, si tu veux, c'est un espace créatif. Mais il se coupe de l'extérieur pour pas que cet extérieur puisse nuire à la création à l'intérieur de ce cercle. Donc les gens s'installent autour. Mais du coup, ils ne les rencontrent pas. C'est eux qui le rencontrent. Les gens rencontrent le battleur. Le battleur ne rencontre pas les gens. C'est ça le truc. Donc il ne fait pas monde. Il ne fait absolument pas monde. Il fait point. Un point. Il a un point.
Et tout le but du jeu, ça va être faire comment est-ce que ce point va donner naissance à un monde. Comment il va comprendre qu'en fait le monde est fait de lui, mais que lui il est fait du monde. Et c'est pour ça qu'on va vers le monde à la fin, la dernière carte du jeu. Et quand on regarde bien la carte du monde, bah, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le battleur, qui apparaît avec sa baguette magique dans la main. Elle dit que 2 fois la baguette magique, hein. Le battleur qui l'a au début, et puis le personnage androgyne qu'on découvre nu, parce que ça y est, il se cache plus. Il n'est plus là en représentation, hein. Il se montre tel qu'il est. Il a toujours sa baguette pour qu'on le reconnaisse. Mais ça y est, il a fait monde. Il a rencontré les autres, quoi. C'est ça le job du tarot. Sinon, je suis enfermé dans mon hermétisme personnel, ou dans ma singularité, ou dans mon ego. À aucun moment je fais monde. Et ça va être tout le job qui va passer par différentes étapes pour lui permettre d'évoluer. Comme quelqu'un qui changerait de projet professionnel, par exemple, il décide, ou alors de couple, pourquoi pas, ou alors de ville. Sauf que là, c'est vraiment une seconde naissance, comme on dit, quoi, dans le monde. On a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression d'un personnage qui sort d'un utérus, là. Dans le monde, oui. Donc c'est une seconde naissance, c'est comme si on se remettait au monde. On se remet au monde, mais cette fois parce que on a une autre source d'information qu'on n'avait pas avant. Donc forcément, on a été chamboulé par tout ça, il faut bien voir, quand même. On est passé par des trucs assez forts, quoi. Les cartes d'avant, quoi. Elles nous ont drôlement bousculé nos convictions. Et là, forcément, il y a une remise au monde. Donc ça, d'un coup, on va repartir de là. Mais souvent, comme je dis, c'est pas à la fin, mais c'est pas non plus. On tourne pas en rond, quoi. C'est cyclique, mais en spirale. C'est-à-dire que c'est comme à chaque fois on apprend quelque chose quand même, sinon à quoi ça sert, quoi. On n'est pas mort, quoi. On n'est pas mort. C'est là c'est la résurrection de notre vivant, quoi. C'est une remise au monde sans être passé par l'étape de la mort. C'est pas, tu vois, la réincarnation, quoi. On parle pas de ça. Hein. C'est un concept qu'on connaît assez mal. Naître une seconde fois, je veux dire. Tu vois. Mais pourtant, c'est de ça dont il s'agit. Alors tout ça, moi je le pratique dans un premier temps dans l'idée de lecture de tarot. C'est en fait j'ai plusieurs aspects ici, puisque j'ai l'aspect, je fais des lectures pour les gens. Donc pour les lectures, on peut te voir, on peut venir te voir pour n'importe quelle thématique, on est d'accord, hein. Tu disais tout à l'heure que en fait au début tu utilisais le tarot pour la mise en scène, construire des pièces de théâtre, pour essayer de donner une suite, pour questionner un personnage, pour voir qu'est-ce qui se pouvait se passer chez lui. Donc on peut venir te voir pour différentes choses, quelque chose pour lequel on a du mal à trouver une solution dans notre vie. Bien sûr. Donc ce sera pas de la voyance, parce que tu ne le nommes pas comme ça. Non. Donc si on vient te voir, quelle que soit la question, vu que tout est ouvert et tout est possible, comme tu dis si bien, et que c'est pas de la voyance, comment tu peux dire en 2-3 phrases pour que ce soit... Oui, donc moi j'appelle ça le tirage du présent en devenir. C'est l'approche que j'ai trouvée. Alors bien sûr on peut dire que je joue avec les mots. En devenir, c'est quoi ? C'est l'avenir. Non, pour moi c'est pas en devenir, c'est pas l'avenir, c'est quelque chose qui est en devenir. Donc ça veut dire que c'est une chose dont on peut avoir connaissance et on peut participer à ce mouvement. Voilà. Les cartes dans le tirage, elles nous permettent bien de le comprendre. C'est-à-dire que la première carte que la personne va choisir, que moi je mets à gauche dans la ligne horizontale de la lecture, parce que bien sûr les cartes sont tournées de mon côté quand on lit. Quand les gens choisissent, c'est eux qui font le tirage, donc ça c'est leur partie à eux. Et une fois que moi je dois les lire, évidemment le livre je le mets dans mon sens. C'est moi qui lis. Hein. Donc c'est le livre, c'est le tarot pour moi. Hein. Donc quand je fais la lecture, c'est tourné dans mon sens. Donc là à ma gauche bien sûr. Ma gauche, la première carte. Elle va représenter pour moi le contexte de la personne et la bonne chose à faire en ce moment. Au sens, ce que je dis, c'est comme s'il y a un fruit qui est mûr, il faut le cueillir, mais des fois on le voit pas parce qu'il y a tellement de trucs, quoi. Puis il y a un fruit mûr, il est peut-être discret, tu vois, il est caché par tous les autres. Mais c'est celui-là qu'il faut cueillir. Et si tu cueilles pas celui-là, quelque part tu valides pas la chose. Et tout ce qui devrait découler de là, ça n'aura pas lieu, parce que tu n'as pas validé. Donc c'est bien de savoir, tiens, c'est le bon moment pour quoi en ce moment. Donc pour moi, cette première carte, c'est ça qu'elle nous dit. Parce que les gens disent, vous allez me parler de mon présent, je le connais. Et bien souvent, non. Il y a des trucs dans le présent qu'on ne voit pas, parce qu'on est perturbé, on est attiré ailleurs, on est détourné, on sait bien. Hein. Préoccupé, détournement d'attention, etc. Toutes ces profusions d'écran et de machin qui nous égarent. C'est normal, c'est fait pour. Donc là, le contexte. On étudie le contexte de la personne. On voit donc là sa situation et on voit la chose qui est alignée. Ce qui est très intéressant avec la première carte, pour moi, c'est le moment où la personne elle confirme
qu'en fait, alors qu'on la connaît pas, qu'effectivement, comment ça se fait que j'ai choisi cette carte? C'est exactement ma situation. Elle confirme. Donc là, on se dit, ok, alors allons-y. On peut démarrer la lecture. Vous confirmez que le point de départ est juste. Donc ça, c'est là où on voit déjà que ça, c'est pas de la voyance. C'est juste une espèce de sensibilité, on sent quelque chose qui est confirmé par la carte. On essaie de trouver ce point d'accroche avec l'autre. Et quand il est confirmé, c'est que ça y est, on est connecté. Ça, c'est ouvert. Donc là, on essaie de voir le bon moment pour la personne. Tiens, vous pourriez, il semblerait que ce soit le moment pour faire ça, tiens, par rapport à votre question. Bien sûr, il faut penser que la personne a une question aussi. Hein. Ça paraît... Mais c'est très important, bien sûr. Et donc ensuite, on va éclairer l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va différencier ça de la voyance? Parce que vous dites, il va éclairer quoi là-bas? On va éclairer un horizon. Parce qu'en fait, la personne là où elle se trouve, là, elle est prise dans un contexte. Et ce contexte, quelque part, il l'enferme. Il l'enferme comme s'il y a mes connaissances, mes croyances, mes habitudes, mes amis, mes obligations, mes responsabilités, mes murs, mes enfants, ma famille, enfin tout le bazar. Et ça fait un mur comme ça. Et la personne n'arrive pas à se projeter vers loin comme ça pour dire c'est quoi mon horizon dans tout ça quoi. J'ai pas d'horizon quoi. Là je dis allez-y, choisissez votre horizon. La personne a choisi une carte, en plus en conscience, moi je te redis toujours à la personne la carte qu'elle va choisir à quoi elle correspond. Moi j'essaie de ne pas infantiliser les gens comme j'ai pu voir ma mère le faire, où j'avais vraiment l'impression que c'était des petits enfants qui venaient voir la femme qui était en connexion avec l'au-delà, tu sais. Et eux ils étaient là, ils avaient l'air de rien du tout quoi. Tu vois. Ils comprenaient même pas de ce qui se passait quoi. Moi j'aime bien leur dire voilà, maintenant vous choisissez votre horizon. Voilà. Et donc quand ils choisissent leur horizon, c'est ça le en devenir, c'est potentiellement quelque chose qui leur redonne la main. C'est-à-dire là, je suis pris dans un truc, c'est lourd, c'est pesant, peut-être, ça manque de perspective, quoi. Hein, tu là, qu'est-ce que ça... Et là, tout à coup, ça y est, j'ai une ouverture. J'ai une ouverture. Souvent, les gens, c'est ce qu'ils me disent, hein, quand ils repartent d'ici, c'est ce qu'ils me disent, waouh, j'ai envie d'y aller, quoi. J'étais là un peu dégoûté, quoi. J'ai envie d'y aller, quoi. Ça m'a bien plu, cette histoire-là. Ça fait sens pour moi. Et j'avais pas envisagé cette idée-là. Maintenant que je l'ai, je dis pas que je vais y arriver pour la personne asie, mais ça me donne envie de me mettre en route quoi. C'est déjà pas mal. Ça éclaire un horizon. Oui, ça éclaire un horizon et c'est pour ça que je dis c'est pas la voyance, parce que dans la voyance, ma mère était capable d'annoncer, pardon pour ma mère, elle est décédée maintenant, mais quand même, ce que je veux dire, dans le sens, c'est fatal si on dit à la personne vous allez avoir un accident de voiture dans 3 mois, je veux dire. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Et même si c'est pas aussi radical, ça l'est souvent quand même. Et puis il y avait aussi beaucoup cette espèce de jeu malsain de la prise de pouvoir sur l'autre à travers la peur. Par exemple, ces fameuses cartes à l'envers retournées. Tellement de gens pratiquent cette histoire-là, qui a été mise en place par ce phénomène-là, un peu occulte, des voyantes, pour exercer un pouvoir sur l'autre par la peur. Voilà. Mais si on prend un jeu de cartes quoi, dans la main, alors on le donne aux gens et qu'ils le mélangent. Pourquoi il y aurait une carte à l'envers là? Il ne peut pas y avoir de carte à l'envers. Pourquoi d'un coup ils feraient comme ça? Et non. Alors ils ont inventé le brassage sur table pour foutre la pagaille dans le jeu. Comme ça évidemment il y a potentiellement pas mal de cartes qui vont être à l'envers là. Ce qui va me permettre de générer de la panique chez l'autre. Oh, la carte à l'envers. Mauvais œil, mauvais présage. Ah oui. Et domination donc. Intéressant. Et ça, je trouve ça vraiment tordu. Parce que pour moi, toutes les cartes, elles ont un aspect négatif et un aspect positif. Ça sert à rien de le nier. De les mettre à l'envers. Voilà. Moi, je suis pas New Age. Je vais pas être non plus dans le truc, le développement personnel, du bonheur absolu, la quête vers la lumière. Voilà, j'idéalise pas la lumière. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la matière noire me plaît beaucoup aussi. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas grave s'il y a un aspect un peu dérangeant, un peu radical, un peu bousculant. On va pas l'édulcorer pour dire à la personne que du beau. Oh, on sait bien la vie, ça va quoi. Il y a des trucs pas faciles. Oui. Mais si on en a conscience, ça va être plus simple quand même. Voilà, plutôt que de se le prendre en pleine poire, le truc. Donc c'est en ça que pour moi, dans un tirage de tarot, voilà, mon aspect n'est pas fatal,
de voyance, mais au contraire, une ouverture dans un sens. Pourquoi je dis tarot créatif ? Parce que c'est ça, c'est-à-dire que la personne, elle a du job, quoi. C'est ça au début, comme les gens, quand au début, j'avais beaucoup de gens qui allaient vers les voyantes, puis ils sont venus vers moi. Au début, je voulais pas. Au début, je disais, ah non, excusez-moi, vous êtes trompé d'endroit. Puis après, je me suis dit, c'est bête. Parce que finalement, ces gens, ils vont rester dans leur optique du truc, et ça peut être bien qu'ils voient une autre approche. Pourquoi ? Comment ils formulaient leur demande ? Ils disaient, habituellement, je vois quelqu'un qui... Ah bah oui, ils disaient, voilà, je vois la voyance, etc. Peut-être là, les malades en ce moment, je sais pas. Okay. Et là, ils viennent là, voilà, donc vous êtes un médium, vous voyez le truc. J'ai dit, voilà. Alors moi, je dis non, je suis pas ça. Pour moi, le médium, c'est le tarot, c'est pas moi. Et moi, je suis juste celui qui interprète le médium. Ah bon, alors, voilà. Et ça pouvait gêner les gens, et je leur disais, bon, bah, si vous voulez vraiment la voyance traditionnelle, c'est pas moi. Mais maintenant, je me positionne plus comme ça, j'ai dit, venez essayer, vous verrez. Alors souvent, ce qu'ils disaient, c'est, ah, mais dis donc, on a du boulot. Hein. Avant, ils n'avaient pas l'impression qu'il y aurait du boulot, parce qu'on leur disait ce qui allait arriver, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Alors que là, alors vous voulez dire que ça dépend de moi ? Bah, un peu, ouais. De responsabilisant. Oui, d'accord. Vous voulez dire que ça dépend de moi ? Bah, ça ne dépend pas que de vous, parce qu'éventuellement, sinon, peut-être vous n'en auriez pas eu l'idée de ça. Mais effectivement, pour avoir une chance d'aller vers cette chose, si pour le coup, elle vous semble cohérente, et que ça fait sens avec tout ce que vous vivez, et que en plus, vous avez confirmé, et que moi, j'ai vu du truc que j'aurais pas pu savoir normalement, et que vous m'avez dit, comment ça se fait que vous me dites ça ? Par exemple, ça arrive tout le temps. J'ai passé les cartes, c'est pas moi. Elle raconte, vous voyez bien. Ça dit ça, moi d'un coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Vous m'avez pas dit, vous avez un enfant qui habite pas avec vous, qui est caché, et vous en parlez pas, ou quoi ? Pourquoi vous m'avez pas parlé de ça ? Oh, pourquoi vous... Ah bah oui, mince, je voulais pas en parler. Bon, bah, on peut pas ne pas en parler, je veux dire, c'est là. Donc, moi, c'est juste des trucs que je vois dans ma démarche créative. C'est ça aussi. C'est-à-dire, le but, c'est d'être le plus précis dans notre lecture, de ressentir les choses, mais si tout à coup, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, au début, je me disais, tais-toi, laisse tomber. Si tu comprends pas ça, c'est que ça n'a pas de sens. Je m'interdisais. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, parce que ce truc que je comprends pas, je le comprends pas là, dans l'instant, mais je le comprends pas non plus pour moi. Donc ça veut dire que c'est pas un truc refoulé de ma part, style, tu sais, une vieille engueulade, ou je sais pas, qui ressurgit, là. Je comprends pas sur le moment. Parce qu'après, quand les gens y partaient, je me disais, bon, introspection, c'est quoi le bazar qui est venu me déranger, là ? Elle est où l'histoire, pour moi, personnellement ? Ben non, ça me parle pas. Je comprends rien à cette histoire. Mince. Donc j'aurais jamais de réponse, quoi. Tu vois ? Donc après, j'ai commencé à me dire, comme au début, je tirais les tarots pour des gens que je connaissais quand même. Donc je leur disais, écoute, je vais dire une connerie là. Tu m'autorises ? Voilà. Parce que je comprends pas. Mais je trouve ça bête de pas te le dire. Et là, tu le dis. Et l'autre, il fait des yeux gros comme ça, parce que là, il dit, ah ouais, d'accord. Oui, je comprends que tu comprennes pas. Parce que je ne l'ai pas dit et j'en parle même pas. Mais effectivement, ce que tu viens de dire, ça fait sens par rapport à ça. Et il me raconte. Et là, je lui dis, ah ouais, d'accord. Bah là, maintenant, je comprends tout le tirage. Parce qu'il me manquait cet élément, quoi. Et là, il vient. Donc c'est ça l'aspect créatif aussi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement se dire, non, je suis un fil cohérent, pour pas dire des conneries, tu vois. Mais c'est aussi, j'intègre quelque chose qui m'échappe. C'est l'aspect créatif, quoi, qui vient en plus. Parce que j'ai pas peur, en fait, de faire une projection personnelle inconsciente de mon histoire personnelle mal digérée, tu vois. Parce que de toute façon, la personne en face, si c'est une grosse connerie, elle va te le dire. Elle va dire non, absolument pas. Alors, ça n'existe pas dans mon histoire, ça. Ah, bah pardon, alors. Je me suis gouré. Tu vois ? Mais c'est ça, il faut avoir cette modestie aussi, d'accepter éventuellement, de prendre le risque de s'avancer, parce que ça semble intéressant. Mais j'ai pas l'explication réelle. Mais vous allez me la donner par contre. C'est pour ça que c'est interactif. C'est pour ça que j'appelle ça tarot créatif. Parce qu'en fait, c'est une création. Mais c'est une co-création. En fait, on crée ensemble. Hein ? Et si les gens, par exemple, comme j'en avais beaucoup au début, et puis là, dans les gens que je forme ici, ça leur arrive tout le temps aussi au début, il y a des gens, ils viennent les défier. Hein ? Ils viennent et ils leur disent « Non, moi je dis rien, c'est vous qui voyez. » Ah oui. Hein ? Alors moi je leur dis au revoir. Mais au début, évidemment au début tu veux pas leur dire au revoir. Je veux dire, au début tu démarres, t'es là, tu vois, la personne elle te défie, alors tu dis bon qu'est-ce que je fais avec ça moi ? Bon ok j'y vais, alors tu veux pas poser de questions, bon d'accord, tu veux rien dire de toi ? D'accord. Tu vois, tu y vas quand même. C'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée parce que ça veut dire que la personne elle joue pas le jeu.
elle n'est pas honnête. Tu vois, elle vient te défier. Elle veut voir si tu as du pouvoir. Elle veut voir, tu vois, si tu as quelque chose. Moi, je dis, c'est un travail en commun, quoi. Tu veux pas jouer? Eh ben, au revoir. Ne jouons pas. Bon, aujourd'hui, j'en ai plus parce que je suis suffisamment en place. Je veux dire, voilà, des milliers de tirages, voilà, je pense que d'un prêt est en place. Et ça fait que la personne, elle se dit, non, je vais pas le provoquer quand même. Il a l'air de connaître son job, quoi. Tu vois, donc ils font pas ça. Mais ils peuvent être. Il y a des gens plus ou moins réservés. Ils vont poser des questions. Il y en a, ils sont pas assez réservés par contre. C'est répandre de trop. Comme c'est chez le psy, quoi. Ils vont trop parler, quoi. Donc je suis obligé un peu des fois aussi de leur dire, pas non plus trop parler, quoi. Tu vois. Il y a un truc à trouver là. Mais c'est ça l'aspect créatif. C'est vraiment qu'on va créer quelque chose ensemble. Et ça, c'est dans la lecture. Et toute mon autre approche, qui est soit par les ateliers de formation que je fais, donc. Voilà, où les gens... Ça faisant un point actu là. Ouais. Voilà, les ateliers de formation. Donc ça, c'est c'est le vendredi, 2e et 3e vendredi de chaque mois, où les gens viennent suivre. Alors avant, je faisais ça, j'appelais ça le labo tarot. Puis là, ça a pris un nom plus. Ça s'appelle le Conservatoire des Triomphes. C'était pour dire qu'on changeait un peu de manière, qu'on se plaçait un peu comme des conservateurs au sens de. On a un outil qui existe depuis toujours, on va essayer de le respecter. C'est Triomphe. Voilà. On va partir de là, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'était cet aspect de concert, c'est-à-dire tous ensemble. Tous ensemble, on va mettre à l'épreuve le truc et on va évoluer ensemble sur ce chemin. Mais l'aspect conservatoire, au sens que je suis le conservateur et que quelque part, je vais transmettre quelque chose, quoi. Voilà. Alors qu'avant, dans le labo tarot, c'était vraiment expérimental. J'ai fait ça pendant plusieurs années, où on savait vraiment pas où on partait. Les gens aimaient beaucoup cet aspect expérimental, mais il n'y avait pas d'évolution au sens comme je viens apprendre quelque chose de plus formel. Donc là, voilà, je l'ai créé en mode conservatoire. Et il y a une évolution où les gens viennent donc régulièrement, puis à chaque fois, on part de la fois d'avant pour avancer. Là, dans la transmission vraiment de ce qui me semble important pour le travail de base, du tarot, c'est-à-dire la lecture. On va dire que c'est ce qu'on demande en premier à un tarot. Je vais faire une lecture de tarot, quoi. Sauf que moi, dans mon approche, c'est vraiment pas de réduire, comme je dis tout le temps, les cartes à des définitions, ça on a bien compris. Mais c'est comment est-ce que je vais pouvoir comprendre ce qui est en jeu, là, aujourd'hui, spécifiquement, dans ce tirage, spécifiquement. Voilà. C'est ce qui permet, et je le confirme, parce que je suis quelqu'un que s'il n'y a pas de créativité, je vais m'ennuyer très vite. Je ne m'ennuie pas, ça fait plus de 20 ans que je fais des tirages de tarot. Si, à chaque fois que je tombais sur cette carte, elle voulait dire ça, je dois dire que j'aurais arrêté depuis très longtemps. Franchement, ça m'aurait saoulé. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, c'est incroyable. Il y a un détail qui vient se montrer et qui fait sens d'une force qui est incroyable, quoi. Et ça fait que tout à coup, tac, c'est ça que tu vois. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, genre dans la carte de la Lune, aujourd'hui, je ne vois que les creusses. Pourquoi je ne vois que les creusses? Et tu regardes, et parce qu'il y a des liens qui vont se faire entre les cartes, il y a tout ça. Donc c'est ce que je dis aux gens, la plupart du temps, le but du jeu, c'est l'observation. Observer sans réduire. Voyez les fils, voyez les liens, voyez les détails, voyez les matières qui se répandent, voyez les jeux de mots, voyez les petits signaux avec les doigts, avec les pieds, avec les mains. Dans le tarot, les mains, c'est très important. Les personnages, ils font presque tous quelque chose avec leurs mains. Donc c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe avec les mains, qu'est-ce qui se passe avec les yeux, qu'est-ce qui se passe avec les pieds, qu'est-ce qui se passe avec la matière, qu'est-ce qui se passe... Voilà, qu'est-ce qui évolue, pourquoi tout à coup... Pourquoi aussi une carte, elle ne peut pas être figée? Parce que dans un tirage, elle peut très bien arriver complètement à l'envers. Je veux dire, c'est pas toujours progressif. Je veux dire, on ne part pas de 1 puis on va vers 19, par exemple. Tu vois. On peut très bien avoir 19 avant 1, quoi. Donc ce ne sera pas du tout la même chose. Si on voit par exemple le personnage de l'amoureux là, que j'ai devant moi, là, où on a l'impression qu'il est ahuri là, dans cette conversation-là, parce qu'il est coupé de l'ange qui est au-dessus de sa tête. L'ange a les yeux bandés dans les premiers jeux. Ensuite, ils l'ont fait un personnage un peu de la Renaissance. On a un petit Cupidon façon Botticelli, un petit peu. Avant, il est beaucoup plus moyenâgeux, comme on le voit là. Et il ne le voit pas, l'ange. Et les autres non plus. Et puis l'ange, il ne les voit pas non plus. Et il a les yeux bandés. Donc il n'y a pas de communication entre le haut et le bas, etc., quoi. Mais si alors évidemment, si on a le 6 comme ça, puis qu'ensuite il va aller vers une carte qui est plus haute,
Donc on a l'impression que là, il est pris dans un truc compliqué où on lui demande une discussion de marchand de tapis. Là. Et puis ensuite, il va aller vers quelque chose, mais ça va être du job pour aller là-bas. Mais si ça s'est inversé, si par exemple, il a eu le pendu avant, il a eu le pendu 12 donc, et puis avant 6 donc, ça veut dire que l'expérience du pendu lui vient en service. Il la reçoit en premier. Donc on va se retrouver dans cette situation de l'amoureux. La situation s'inverse. On n'est plus face à la carte 6. On est face au personnage qui a vécu l'expérience 12 avant l'expérience 6. Ça change tout le sens de la carte. Ça, c'est quand même impressionnant. Mais si on ne comprend pas ce que c'est que l'expérience 12, hein, parce que quelque part, il faudrait pouvoir, et c'est ce que j'incite tout le monde à faire, c'est pratiquer l'expérience que propose la carte dans la vie réelle. Va te pendre à un arbre par un pied, quoi. Mais oui, c'est ça. Tu me disais qu'il y a une époque, en fait, la personne repartait avec une des cartes du jeu, donc je sais pas, peut-être toujours celle du présent. Ah, ou toujours. Je fais toujours ça. Ah, tu le fais toujours. Ça, c'est quelque chose qui est venu sans que j'y réfléchisse. Ouais. Un jour, il y avait une personne, j'étais dans un tirage comme ça, et je ne sais pas pourquoi, symboliquement, ça m'a semblé important de lui donner quelque chose, qu'elle ne reparte pas comme ça, comme si... J'avais l'impression que la personne, elle avait vécu un truc là, mais que la vie extérieure, elle était rude pour cette personne. Et qu'une fois qu'elle allait être repartie, elle avait complètement oublié, genre, peut-être même remettre en question le fait que c'est eu lieu. J'ai vraiment eu cette sensation, je me suis dit, elle va croire qu'elle est arrivée, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je lui ai donné une carte. La carte centrale de son tirage. Voilà. Il y a une carte au centre, hein, parce qu'on a deux lignes. Hein. Ouais. On a une ligne horizontale, une ligne verticale qui se croisent. Donc en fait, on a 6 cartes, comme j'aime bien le préciser. Hein, oui. Parce que la carte centrale parle 2 fois. Donc cette carte centrale qui parle 2 fois, c'est l'axe du tirage. Donc c'est très important pour la personne, parce que quoi qu'elle fasse, elle va devoir y passer ou par en haut ou par en bas. Mais en tout cas, c'est le point de jonction. Donc il dit, tiens, on repart avec ça, tu vois. Voilà. Et la personne, elle est venue ensuite me confirmer à quel point ça avait été important pour elle d'avoir eu cette carte, comme un rappel. Tu vois ? Donc petit à petit, j'ai développé une idée autour de ça. C'est que je me suis dit, d'accord, déjà, ça c'est un rappel, c'est une bonne idée. Mais ensuite, exprimer aux gens qu'en fait c'est une étape. Et que cette carte, il ne va pas falloir la garder. Il va falloir s'en séparer. Il va falloir la déchirer, la brûler, la mettre en haut d'un arbre, l'acheter dans l'eau, l'enterrer, je ne sais pas. C'est les gens qui inventeront leur procédure. Et ça, c'était très intéressant. Parce que ça, c'est très créatif aussi. C'est-à-dire que la personne, elle repart avec quelque chose. Soit ça fait un rappel. Mais en plus, elle a comme mission d'en faire quelque chose. Quand elle sentira que quelque chose a bougé chez elle dans sa propre vie. Donc c'est génial parce que c'est à la fois une mise en lumière de quelque chose. Hein. Bon, là, je vous offre ça. Hein, vous avez le droit de me piquer l'idée. Hein. Parce que j'ai vu personne d'autre faire ça. Mais peut-être que d'autres le font. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir. Et donc, du coup... Faites-en part dans les commentaires. Ouais. Donc, les gens repartent avec cette carte et savent qu'à un moment donné, ils vont sentir que ça y est, ils y sont arrivés à cette étape. Ils peuvent donc lui dire au revoir. Merci de m'avoir accompagné jusque-là, tu vois. Mais maintenant, j'ai autre chose à faire, moi. Parce qu'il y a une destination. Tu vois, cet horizon-là. Et donc, on ne va pas camper là, sur l'étape... éternellement. Donc ensuite, on se débarrasse de cette carte. Et ce qui était rigolo, c'est que, comme confirmation du sens impressionnant, parce que des fois, les gens oublient que je leur avais dit qu'il faut s'en débarrasser de la carte. Et puis ils reviennent avec. Puis ils me disent, ça change pas beaucoup les trucs et tout. Je dis, ah ouais. Et je lui dis, bah alors, elle me dit, ouais, j'ai toujours cette carte là qui devait me porter chance. Mais je lui dis, je vous ai jamais dit qu'elle devait vous porter chance. Oui, mais, ah bon, pourquoi vous m'avez donné et tout? Alors, je leur rappelle, je leur dis, vous vous rappelez pas et tout. Ah ouais, ah c'est vrai. Bon, on verra après, gardez-la pour le moment. La première carte qu'ils choisissent, c'est celle-là. C'est arrivé, je sais pas combien de fois. Bon, moi, je suis un gars rationnel quand même. Et le tarot, il m'a amené des trucs en me disant, arrête d'expliquer, parce que là, t'en auras pas d'explication. C'est pas logique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Personne arrive avec la carte, elle me dit ça, j'en suis là. Première carte qu'elle prend, vous en êtes où? Ah ben effectivement, vous en êtes là, ouais. c'est invraisemblable. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Ouais, donc le point actualité, si on veut faire une lecture avec toi, comment c'est possible? On vient sur Avignon, au bout des Fourbisseurs. Ouais. Est-ce que c'est possible de le faire à distance? Comment ça fonctionne?
Alors oui, alors bon, bien souvent les rencontres se font en direct ici. Ouais. Au début, je tenais à cette formule, pensant que c'était la meilleure formule, quoi. Et puis évidemment, ici, c'est une ville de passage. Hein. C'est Avignon, il y a le festival. D'autant plus l'été. Donc des gens qui viennent d'un peu partout, même de très loin, et qui apprécient le tirage de tarot, et qui après me disent je vais pas revenir à Avignon de sitôt, hein, et pourtant la question se pose là, j'aimerais bien. Donc j'ai mis en place un tirage à distance maintenant. Et étrangement, celui qui fonctionne le mieux, c'est par téléphone, et pas par visio. Parce que je me suis rendu compte que par visio, en fait, c'est comme en vrai, mais en beaucoup moins bien. Alors que par téléphone, c'est différent. Il se passe quelque chose de complètement différent. Parce que comme on ne se voit pas, on est focalisé vraiment sur la voix, ça nous oblige à une concentration vraiment là, et on est vraiment attentif à des petites choses. Et moi, du coup, je décris les cartes aux gens qui n'ont pas forcément un jeu à la maison. Il y en a qui ont un jeu à la maison, donc ils suivent avec leur jeu à la maison. Sinon, je décris. Et c'est intéressant cette description aussi. Et à la fin, j'envoie une photo du tirage aux gens. Comme ça, ils ont une trace, souvenir de l'archive. Je dis que c'est l'archive, hein, ils pourront aller consulter quand ils veulent. Voilà. Donc ça peut fonctionner aussi de cette manière-là. Donc moi, je suis ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h. On appelle, on prend rendez-vous, on vient si on peut. Ou alors, on peut aussi le faire par téléphone. Et donc ces grandes cartes-là, est-ce que tu les utilises toujours pour faire des expositions à l'extérieur, ou pas des expositions, mais peut-être des parcours Bien sûr. Pour faire découvrir le tarot sous un nouvel angle, parce qu'effectivement ce format de carte-là qui fait 1m50, on est loin de la petite carte, ça nous permet d'être à côté d'un personnage qui a une certaine taille qui pourrait approcher la nôtre. Tout à fait. Ça change vraiment tout à fait le rapport. Donc est-ce que tu fais toujours ça ? Alors ça a été mon premier travail quand j'avais pas de boutique. Puisque moi, c'était important pour moi de créer des choses, de faire des choses, de faire vivre ces cartes. Donc je les ai amenées à l'extérieur et je proposais des espèces d'ateliers que je fais maintenant ici en fait. Ici, en fait, aujourd'hui, voilà, tout ce que je pouvais faire à l'extérieur, je le fais à l'intérieur. Les cartes, elles sont toujours là, je m'en sers toujours, parce que c'est très fort de se retrouver face à une carte de cette taille. Donc ça aussi, pour les gens, c'est des fois quand ils tombent sur cette carte et tout, je les mets face à la carte. Je leur dis prenez la carte, prenez un moment, faites un tête-à-tête, mettez-vous en face, asseyez-vous, parce que assis c'est encore plus intéressant, parce qu'on est plus petit encore. Oui. Asseyez-vous devant la carte, là, passez un petit moment avec elle. Voilà. Et là, je le remets là, sur le support, puis il s'assoit devant, et puis passe un petit moment avec la carte. Voilà. Après, je m'en sers ici dans les ateliers, des grandes cartes. Avant, j'ai aimé cette idée de les mettre dans la nature. Et puis faire des rencontres. Donc aujourd'hui, je le fais de manière créative, c'est-à-dire j'utilise toutes ces cartes pour filmer des petites séquences que je mets sur mon Facebook souvent, des petites séquences où en fait on va retrouver les cartes confrontées à des éléments de la nature ou de la ville ou à l'intérieur de quelque chose. Et on voit cette grande carte à l'intérieur d'une église, sur l'eau, en haut d'un arbre. Et ça crée quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Parce que, bien sûr, il y a une approche poétique, je pense, là-dedans, mais il y a une approche visuelle, quelque chose de vraiment... on a l'impression qu'il y a quelqu'un, quoi. On a l'impression que cette personne est là, quoi, tout à coup. On tombe sur cette personne-là. Si on met vraiment l'ermite dans la forêt, à côté d'une cabane, on arrive, ça fait un choc. Ça fait quelque chose quand on tombe sur lui. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, mon travail, il est de ramener, il est de trouver à l'extérieur le plus d'éléments confirmant le tarot. Et ça, c'est vraiment maintenant vers quoi je vais le plus, parce que je pense que c'est la plus belle façon de faire des tirages de tarot, c'est d'enrichir les cartes de la matière extérieure. Parce que sinon, c'est jamais qu'un bout de papier. Oui. Et ça marche pas, ça. Oui. À un moment donné, ça marche pas. Si on parle de cette matière noire, par exemple, et que si on n'a pas été touché, l'humus, si on n'a pas compris qu'en fait, la carte de la mort, la carte de la mort, elle nous parle de l'humus, donc de la vie, mais que dans cette terre noire, il y a de la mort. Il y a des petits squelettes, il y a des petits ossements, il y a des petits trucs, tu vois, et que quelque part, on fait partie de cette matière. C'est pour ça qu'il y a ce système-là, vie, mort, vie. Et c'est pour ça que la carte de la mort, c'est pas la fin. Mais c'est comprendre qu'on passe par ce compost. C'est comme cette fameuse phrase là de Baudelaire, Paris, tu m'as donné ta boue,
et j'en ai fait de l'or. Ben, c'est ce qui se passe quand on arrive à la carte 13. C'est une carte d'alchimie qui va nous mener vers tempérance, qui est l'apparition comme si on passait de l'état du cocon, la larve, au papillon, et que tout à coup, tempérance, c'est le papillon qui est apparu. Mais avant, on a été dans les profondeurs, comme les cigales qui sont sous terre pendant entre 5 et 7 ans, là, et que finalement, ensuite, elles sortent et elles apparaissent comme tempérance. Donc il y a un système de métamorphose, là, qu'on comprend bien, voilà. Mais il faut le comprendre, pas uniquement en disant « Ah oui, la mort, c'est la transformation ». On dirait, genre, quand t'as dit ça, t'as tout dit. T'as rien dit, là. T'as rien dit du tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la transformation ? Je trouve plus intéressant l'idée de métamorphose, d'ailleurs, que de transformation. Et je trouve ça intéressant d'aller nous mettre les pieds dans la merde. Pour comprendre. La merde, c'est le compost. Tu vois ? Et qu'en fait, moi je l'ai bien vu parce que, étant du cirque, on a eu des toilettes sèches tout le temps, nous. Et on voyait bien que, en fait, quand tu jettes ta matière, ça devient des tomates. Par exemple. C'est quand même assez hallucinant de voir ça. Et d'un coup, tu te dis, mais c'est quoi ? J'ai chié des tomates. Parce que tu as mangé des graines de tomates, tu vois. Et après, ben, tu vois, c'est pas la fin. Tu sais, les gens, la matière noire, c'est dégueu, je veux pas en entendre parler. Laisse tomber, c'est la vie. Il faut l'avoir vu, ça. Évidemment, si un jour tu as vu ça, bah, t'enrichis la carte de la mort de ton expérience que tu chies des tomates. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que d'un coup, tu la vois d'un autre œil, la mort. C'est clair. Et c'est ça, pour moi, tout le travail créatif, il est là. Tu vois. Plus tu auras d'images, de choses comme ça à offrir, plus c'est riche, plus c'est dynamique, plus c'est créatif, quoi. Bah, génial, écoute, merci beaucoup Franck pour cette vidéo, merci de partager cette richesse que tu nous apportes au travers du tarot et de ton expérience. Donc il y a un site internet Tarot Créatif, il y a ta boutique à Avignon, il y a la possibilité que tu fasses des lectures à distance par téléphone ou visio, sachant qu'il y a un feeling spécial par téléphone. J'ai vu aussi que tu avais une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où il y a. Alors j'ai pas vraiment une chaîne YouTube, disons qu'il y a des vidéos qui sont postées sur YouTube. J'ai pas de chaîne. En fait, j'ai pas entretenu un truc comme par exemple sur Facebook, il y a une petite communauté là. Voilà. Ils sont 1500 personnes abonnées, mais sur ma chaîne YouTube, je m'en suis jamais occupé. Ça a été plus un endroit de stockage pour moi. J'ai déposé quelques vidéos là, voilà, qu'on peut trouver là. J'ai aussi ce que j'appelle donc ce fameux conservatoire qu'on peut aussi suivre en distance. Puisque j'ai 2 groupes qui viennent ici, puis j'ai aussi un groupe qui le suit à distance. Et en ce moment, j'ai envie de développer toute cette matière pour en faire quelque chose que l'on pourra avoir à distance, mais avec des vidéos, mais pas dans le format vidéo habituel. J'en sais rien, je suis en train de travailler sur le truc, là je suis en train d'assembler tout ça pour en faire quelque chose de très expressif, pour que les gens y comprennent tout de suite, parce qu'il n'y aura pas juste de la parole, il y aura du visuel, il y aura des petits bouts de vidéo, il y aura des mises en contexte, il y aura de la matière en mouvement, il y aura du texte, il y aura des archives, il y aura des vieilles images, voilà, c'est vraiment comme une espèce de mini-documentaire là, qui va se fragmenter en plusieurs vidéos, comme pour résumer un cycle de formation, mais ludique, quoi. Enfin, pas ludique, mais je sais pas, vivant, quoi. Ok. Ouais. 3 points de suspension. Oui, ça c'est pour la suite, ouais. Super. Bon, merci beaucoup, Franck. Allez. Tu veux que je t'explique le sigil? Ouais. Donc ça, ce sont des ateliers aussi que je propose ici, qui sont des ateliers de pratique magique, au sens vraiment de pratique, c'est-à-dire pas de superstition. Parce que souvent les gens confondent superstition et magie, tu sais. Superstition, c'est quand tu as peur d'un truc et tu te protèges. Magie, pour obtenir quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, par exemple. Le sigillum, c'est génial pour ça. C'est vraiment un sceau, donc c'est un dessin, qui va naître d'une intention. Et on va partir d'une roue, la roue qu'on appelle la roue sigillaire. Et donc, à partir de l'intention qui vont être au début une ligne, une phrase, on va réduire un certain nombre de lettres, ce qui va nous permettre de tracer le glyphe, donc le dessin. Et ensuite, ce dessin, on va le charger d'une intention. D'accord ? On va passer un moment avec, on va le décorer, etc. Puis ensuite, il va y avoir un rituel où on va essayer de se mettre dans une situation de douleur, entre guillemets douleur, on va pas se flageller. Dans un état. Ouais, un état où, alors moi, l'état que je propose souvent, c'est de retenir sa respiration plus longtemps que de raison. Pour qu'on sente qu'il y a quelque chose qui nous bouscule, qui nous dérange. Ça va nous impacter, si tu veux.
pendant qu'on visualise la situation. Ensuite, il va y avoir une procédure, on va transformer, si tu veux, la phrase de début en un mantra. Donc on va créer son propre mantra. Parce que souvent le problème du mantra, c'est ça que c'est comme une prière qu'on répète comme un âne, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, c'est pas nous. Alors que là, ça va être un système qui va faire qu'on ne reconnaît plus les mots, parce qu'on a enlevé, si tu veux, les voyelles. Et après, on va réinjecter du son, tu vois. Et ça va nous faire des espèces de sonorités bizarres. On ne va pas reconnaître la phrase d'intention, mais ça va être notre mantra. Tu vois. Et puis ensuite, on va libérer le truc de la carte. On va la mettre dans un endroit, quelque part dans la nature. Ou alors, si c'est quelque chose dont on veut se débarrasser, on va le brûler. Voilà. Puis ensuite, on ne va plus y penser. Alors, il y a toute une procédure pour ne plus y penser. Mais enfin, tout ça, c'est l'atelier que je propose pour que les gens apprennent comment déjà on ne va plus y penser. Parce que souvent, le problème, c'est ça, tu focalises sur un truc. Parce que tu focalises sur ce truc, tu n'arrives pas à l'obtenir. Donc, comment l'oublier ? J'arrive pas, puisque c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Comment je vais l'oublier ? Et bien ça participe à l'oublier. Il y a tout un... Voilà. Donc ça s'appelle les ateliers de Sigillant.